Hey, j'ai vu des gens mettre quelque chose sous votre table, a murmuré la fillette de 7 ans au chef de la mafia. Et en moins de 10 secondes, le salon VIP s'est transformé en zone de guerre. La salle à manger privée au dernier étage du centre commercial Westfield Grand était baignée d'une douce lumière dorée. Des lustres en cristal pendaient du plafond, comme des gouttes de pluie gelée. Des nappes blanches recouvraient les tables en acajou et un léger parfum d'eau de Cologne coûteuse flottait dans l'air. C'était le genre d'endroit où des hommes puissants concluaient des accords qui façonnaient les bas-fonds de la ville. Marcus Voulov était assis seul à la table centrale, le dos contre le mur, face à l'entrée. Les vieilles habitudes ne meurent jamais. Dans son monde, s'asseoir le dos exposé était une invitation à recevoir une balle. Il a vérifié sa montre pour la 4e fois. 21h17. Son contact avait 17 minutes de retard. Quelque chose n'allait pas. Marcus avait survécu à 3 tentatives d'assassinat, 2 peines de prison et d'innombrables trahisons. Il avait bâti un empire à partir de rien, contrôlant la moitié est de Los Angeles avec une main de fer dans un gant de velours. Des hommes 2 fois plus âgés que lui tremblaient en entendant son nom. Pourtant, ce soir, assis dans ce restaurant impeccable, il sentait un malaise glacial lui parcourir l'échine. Le silence était trop parfait, l'air trop calme. Nikolai, son garde du corps le plus fidèle, patrouillait le périmètre extérieur. Le restaurant avait été vidé pour cette réunion. Pas de serveur, pas d'autres clients, juste Marcus, un verre de whisky, et la certitude grandissante qu'il était tombé dans un piège. Il a attrapé son téléphone pour appeler Nikolai quand un mouvement a attiré son attention. Le lourd rideau rouge au fond de la pièce a bougé. La main de Marcus s'est instinctivement dirigée vers l'arme sous sa veste. Ses doigts ont effleuré le métal froid, tandis qu'il attendait. Ses muscles se sont contractés, comme un prédateur prêt à frapper. Mais au lieu d'un assassin, un enfant est apparu. Une petite fille, pas plus de 7 ans, est sortie de derrière le rideau. Elle portait un T-shirt rose délavé, 2 tailles trop grands, et un jean usé avec des patchs aux genoux. Ses cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval lâche, des mèches s'échappant autour de son visage pâle. Dans ses bras, elle serrait un ours en peluche si vieux et abîmé qu'il ressemblait à peine à un ours. Marcus a relâché sa prise sur l'arme, l'irritation remplaçant la prudence. C'était un espace VIP. Les enfants n'étaient pas autorisés. Comment était-elle entrée? Il a ouvert la bouche pour la renvoyer, pour appeler quelqu'un afin d'éloigner cet enfant perdu de sa vue. Mais c'est alors qu'il a vu ses yeux. Ce n'étaient pas les yeux curieux d'un enfant explorant un lieu interdit. Ils n'étaient ni enjoués, ni espiègles, ni confus. Ils étaient terrifiés. La fille s'est approchée de lui lentement, chaque pas hésitant, comme si elle approchait d'un lion endormi. Ses petites mains tremblaient autour de l'ours en peluche. Ses lèvres frémissaient alors qu'elle essayait de former des mots. « J'ai vu des gens mettre quelque chose sous votre table », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. Ils ont dit que ça allait exploser. Pendant un instant, Marcus n'a pas bougé, n'a pas respiré. Puis, lentement, il a baissé les yeux. Sous la nappe blanche immaculée, cachée dans l'ombre sous la table. Une petite boîte noire était fixée sous le bois. Une lumière LED rouge clignotait régulièrement dans l'obscurité. Bip, 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 comme un battement de cœur comptant les secondes avant le silence. 2 heures plus tôt, 19h30, la salle de pause des employés sentait les nouilles instantanées et le nettoyant pour sol. Des néons bourdonnaient au-dessus, projetant une lueur pâle sur les tables en plastique fissurées et les chaises pliantes en métal. Un distributeur automatique vrombissait dans un coin, sa vitre maculée d'empreintes digitales. Lily Chen était assise à la plus petite table, ses jambes pendantes car elle était trop petite pour atteindre le sol. Un vieux cahier était ouvert devant elle, ses pages remplies d'une écriture soignée. Des devoirs de maths. Elle détestait les devoirs de maths, mais elle les faisait quand même. Car de bonnes notes signifiaient des bourses, et des bourses signifiaient que maman n'aurait pas à travailler si dur. Son ours en peluche, M. Bouton, était assis à côté d'elle sur la table, surveillant son travail comme un gardien silencieux. Papa lui avait donné M. Bouton 3 jours avant l'accident, avant que le chantier de construction ne s'effondre, l'emportant pour toujours. C'était il y a 2 ans. Lily avait 5 ans. Maintenant, elle en avait 7, et M. Bouton était le seul souvenir de papa qu'il lui restait. À travers les murs fins,
Elle pouvait entendre les bruits lointains du centre commercial. Des pas, des rires, l'écho des annonces dans les haut-parleurs. Les samedis soirs étaient toujours chargés, ce qui signifiait que maman travaillerait très dur pour nettoyer l'aire de restauration. Mary Chen avait 2 emplois. Le nettoyage au Westfield Grand Mall de 18 heures à 23 heures les soirs de semaine et les week-ends. Puis des services tôt le matin dans une laverie de Chinatown, où elle vivait dans un appartement d'une chambre plus petit que cette salle de pause. Lily voyait rarement sa mère se reposer. Elle voyait aussi rarement sa mère sourire. Chaque samedi, Lily venait au centre commercial avec sa mère. Elle s'asseyait dans cette pièce, faisait ses devoirs et attendait. Parfois, elle explorait. Les gardes de sécurité la connaissaient, les agents d'entretien la connaissaient. Elle avait cartographié chaque recoin de ce bâtiment dans son esprit. Chaque couloir, chaque porte cachée, chaque angle de caméra. Son professeur, M. Patterson, appelait ça la mémoire photographique. Lily ne savait pas exactement ce que cela signifiait. Elle savait juste que lorsqu'elle voyait quelque chose, cela restait dans sa tête comme une image qu'elle pouvait regarder quand elle le voulait. Elle a terminé le dernier problème de maths et a fermé son cahier. L'horloge au mur indiquait 19h32. Encore 3 heures et demie avant que maman ait fini. Lily a regardé M. Bouton. « Tu veux aller explorer? » L'ours n'a rien dit, mais il ne disait jamais non plus. Au même moment, à 15 mètres de là, une limousine noire fendait le trafic de Los Angeles comme un requin dans l'eau. Marcus Vulov était assis sur la banquette arrière, la mâchoire serrée, ses yeux bleus fixés sur le téléphone dans sa main. Le message texte brillait sur l'écran. « Je sais qui a tué votre fille. Restaurant VIP du Westfield Grand Mall. 21 heures. Venez seul. » Nikolai l'a regardé dans le rétroviseur. Le visage balafré du garde du corps ne montrait aucune émotion, mais sa voix était un avertissement. « Ça pourrait être un piège, je sais. Alors pourquoi y allons-nous? » Marcus n'a pas répondu immédiatement. Il a plutôt regardé par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient. Quelque part là-dehors, enfoui dans les ombres de cette ville pourrie, se trouvait la personne responsable de la mort d'Anna. Il y a 5 ans, une voiture piégée destinée à Marcus avait explosé avec sa fille de 6 ans à l'intérieur. Il avait été en retard ce matin-là. Anna était montée dans sa voiture pour l'attendre, excitée par leur sortie au zoo. L'explosion l'avait tuée sur le coup. Marcus n'avait jamais retrouvé le poseur de bombes. Il avait retourné la moitié de Los Angeles pour le chercher. Il avait enterré des hommes vivants pour obtenir des informations. Il avait dépensé des millions en enquêteurs. Rien jusqu'à ce soir. Parce que j'ai passé 5 ans à vivre en enfer, a finalement dit Marcus. Et ce soir, quelqu'un m'offre une porte de sortie. La limousine a tourné en direction du Westfield Grand Mall. Ni Marcus ni Lily ne savaient que dans moins de 2 heures, leurs mondes allaient entrer en collision d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Un chef de la mafia hanté par sa fille décédée. Une petite fille serrant le dernier cadeau de son père mort. Tous deux brisés. Tous deux à la recherche de quelque chose qu'ils avaient perdu. Et tous deux se dirigeant vers le même instant qui allait tout changer. Au même moment, dans le parking souterrain du centre commercial. Le VUS noir était garé dans le coin le plus sombre du parking souterrain. Son moteur était silencieux, ses vitres si teintées que personne ne pouvait voir à l'intérieur. Mais l'homme à l'intérieur pouvait tout voir. Victor Castellano regardait l'écran de l'ordinateur portable posé sur ses genoux, ses lèvres esquissant un sourire satisfait. Le flux de la caméra de sécurité montrait Marcus Volkov sortant de sa limousine à l'entrée VIP du centre commercial. Pile à l'heure, prévisible comme toujours. Victor avait 52 ans, mais il en paraissait plus. Des décennies de paranoïa et de violence avaient creusé de profondes rides sur son visage. Ses cheveux étaient argentés, plaqués en arrière avec une pommade coûteuse. Il portait un costume blanc, comme toujours, car le blanc était la couleur de la pureté. Et Victor se considérait comme un purificateur. Il nettoyait Los Angeles de la vermine, en commençant par Marcus Vulov. Une bague en or scintillait à sa main droite, épaisse et tape à l'œil, gravée du blason de la famille Castellano. Il mâchait lentement un chewing-gum à la menthe, méthodiquement, seul signe extérieur de son impatience. Depuis 15 ans, Victor contrôlait la moitié ouest de Los Angeles. Drogue, armes, trafic d'êtres humains. Son empire était vaste et rentable. Mais ce n'était pas assez.
Ce ne serait jamais assez tant que Marcus Volkov contrôlerait l'Est. Marcus avait les ports. Marcus avait des relations au sein de la police. Marcus avait un pouvoir que Victor convoitait de toutes les fibres de son être. Ils étaient ennemis depuis le début. Deux prédateurs se battant pour le même territoire. Deux rois qui ne pouvaient pas partager un trône. Il monte, a rapporté Tony Russo depuis le siège passager. Tony avait 41 ans, mince et dangereux, avec un tatouage de serpent enroulé autour de son poignet droit qui lui avait valu son surnom. Il était l'exécuteur le plus loyal de Victor depuis 12 ans. Et le dispositif, a demandé Victor sans quitter l'écran des yeux. Planté et armé. La minuterie de 30 minutes démarre lorsque le capteur de pression détecte quelqu'un assis à la table. Tony s'est permis un petit sourire. Dès que son cul touchera cette chaise, le compte à rebours commencera. Victor a hoché la tête lentement. Ce plan avait nécessité des mois de préparation. Le faux informateur, le message texte anonyme promettant des informations sur la mort d'Anna, le pot de vin au directeur du restaurant pour vider l'étage VIP, la bombe cachée sous la table. Tout était parfait. Il y a 5 ans, j'ai essayé de le tuer avec une voiture piégée, a dit Victor à voix basse, presque pour lui-même. Sa fille est morte à la place. Dommage collatéral. Malheureux, mais acceptable. Il s'est tourné pour regarder Tony, ses yeux froids comme de l'acier gelé. Cette fois, il n'y aura pas de dommage collatéral. Juste un serpent mort et un empire attendant son vrai roi. Sur la banquette arrière, Marco s'est agité nerveusement. Il était plus jeune que Tony, moins expérimenté, avec une cicatrice en zigzag sur la joue gauche, souvenir d'une bagarre au couteau il y a 2 ans. Son travail ce soir était simple. Surveiller les caméras depuis le 4e étage. Si quelque chose tournait mal, si Marcus essayait de s'échapper, Marco déclencherait la bombe manuellement. « Et s'il ne vient pas seul ?» a demandé Marco. « Il viendra », a répondu Victor. « Je lui ai dit que j'avais des informations sur sa précieuse Anna. Il marcherait jusqu'en enfer pour avoir une chance de la venger. » Victor a gloussé doucement. Imbécile sentimental, le sentimentalisme affaiblit les hommes. Il a fermé l'ordinateur portable et l'a tendu à Tony. « Va prendre position au 4e étage. Je veux des yeux sur lui chaque seconde jusqu'à ce que cette bombe le réduise en poussière. » Tony et Marco sont sortis du VUS et ont disparu dans la cage d'escalier. Victor a démarré le moteur. Au moment où la bombe exploserait, il serait à une 20aine de kilomètres, en train de dîner dans son restaurant italien préféré. L'alibi parfait, le crime parfait. Il a quitté la place de parking et s'est dirigé vers la sortie, fredonnant une vieille berceuse sicilienne que sa mère lui chantait. Au-dessus de lui, 4 étages plus haut, Tony et Marco se dirigeaient vers leur poste de surveillance. Ils se sont déplacés par les couloirs de service, passant devant des entrepôts, contournant des coins marqués réservés au personnel. Ils n'ont jamais remarqué les petites empreintes de pas sur le sol fraîchement lavé. Ils n'ont jamais vu la petite fille avec l'ours en peluche les observant depuis l'ombre. 20h45. Couloir des employés du 5e étage. Lily s'ennuyait. Elle avait fini ses devoirs il y a 1 heure. Elle avait compté les dalles du plafond 3 fois. Elle avait lu tous les panneaux sur les murs de la salle de pause, jusqu'à ce que les mots se transforment en forme dénuée de sens. Monsieur Bouton était assis sur la table, la fixant de son unique œil de bouton restant, comme pour lui demander ce qu'ils allaient faire ensuite. Maman était encore en bas à nettoyer l'aire de restauration. Elle ne finirait pas avant 23 heures. C'était dans plus de 2 heures, 2 heures à rester assise dans cette petite pièce avec pour seule compagnie des lumières vacillantes et l'odeur de café rassis. Lily a pris sa décision. Elle a glissé M. Bouton sous son bras et s'est faufilée hors de la salle de pause. Le couloir était vide. La plupart du personnel de nettoyage travaillait aux étages inférieurs, là où les clients du samedi laissèrent le plus de désordre. Ici, au 5e étage, où se trouvaient les restaurants chics, tout était calme. Lily connaissait ce centre commercial mieux que personne. Elle savait quelles portes étaient toujours déverrouillées. Elle savait quelles cages d'escalier les caméras de sécurité ne pouvaient pas voir. Elle connaissait les passages secrets derrière les murs, où les tuyaux et les câbles couraient comme des veines de métal. Elle explorait cet endroit depuis l'âge de 5 ans. C'était son royaume, son monde secret dans un monde. Ce soir, elle voulait voir le restaurant VIP. Elle n'y était jamais centrée, mais elle avait déjà jeté un œil à travers les rideaux. Les verres en cristal, les nappes blanches,
les lustres qui scintillaient comme des étoiles. C'était comme sorti d'un conte de fées. Elle s'est déplacée silencieusement dans le couloir de service, ses baskets usées ne faisant aucun bruit sur le sol en béton. Des années de pratique lui avaient appris à marcher sans être entendue, à devenir invisible. L'entrée arrière du restaurant VIP était cachée derrière un lourd rideau rouge. Lily savait qu'il y avait un petit espace où le rideau ne touchait pas tout à fait le mur. Juste assez d'espace pour qu'une fillette de 7 ans puisse jeter un œil. Elle s'est plaquée contre le mur et s'est penchée vers l'ouverture. Son cœur s'est arrêté. 2 hommes étaient à l'intérieur du restaurant. Ils portaient des uniformes de serveurs, des gilets noirs sur des chemises blanches. Mais quelque chose n'allait pas. Les serveurs ne se déplaçaient pas comme ça. Les serveurs ne regardaient pas par-dessus leur épaule toutes les quelques secondes. Les serveurs n'avaient pas de renflement sous leur veste, là où des armes pouvaient se cacher. Un homme se tenait près de l'entrée, montant la garde. Il était plus jeune, avec une longue cicatrice qui lui barrait la joue comme un éclair. L'autre homme était accroupi sous la plus grande table au centre de la pièce. Il avait quelque chose dans les mains, quelque chose de petit et de noir. Lily l'a regardé attacher l'objet sous la table. Ses mouvements étaient rapides et précis, comme quelqu'un qui avait fait ça de nombreuses fois. « Fini ?» a demandé l'homme balafré. 30 minutes une fois que la cible s'assoit. Assez de temps pour qu'on sorte du bâtiment. Le patron sera content. Cette fois, Vulov ne pourra pas s'échapper. L'homme sous la table s'est relevé et a épousseté ses genoux. Lily a vu son poignet clairement maintenant. Un tatouage de serpent s'y enroulait. Les crocs du serpent étaient dénudés. Une fois que ça explosera, il ne restera pas assez de lui pour l'identifier. Explosera. Lily a relié les mots aux images qu'elle avait vues à la télévision. Les films que maman regardait parfois tard le soir quand elle pensait que Lily dormait. Explosion, feu, corps, bombe. Ils avaient mis une bombe sous cette table. Ses mains ont commencé à trembler. Monsieur Bouton tremblait contre sa poitrine. Ses poumons ont oublié comment respirer. Le couloir est soudainement devenu trop petit, trop sombre, trop dangereux. Elle voulait courir. Elle voulait trouver maman. Elle voulait être n'importe où, sauf ici. Mais ses jambes ne bougeaient pas. Les 2 hommes ont ajusté leurs uniformes et se sont dirigés vers l'entrée principale. Leurs pas résonnaient dans le restaurant vide. Ils n'ont pas regardé en arrière. Ils n'ont pas vérifié derrière le rideau. Ils n'ont pas vu la petite ombre plaquée contre le mur. Le rideau a doucement oscillé à leur passage. Puis le silence. Lily est restée figée dans l'obscurité. Son petit corps tremblait, son esprit hurlant des mots qu'elle ne pouvait pas prononcer. Quelqu'un allait mourir ce soir et elle était la seule à le savoir. 21 heures, derrière le rideau rouge, Lily ne pouvait plus bouger. Ses pieds semblaient collés au sol en béton. Ses mains serraient si fort M. Bouton que ses jointures sont devenues blanches. Son cœur martelait ses côtes comme un oiseau piégé, désespéré de s'échapper. Elle devait le dire à quelqu'un. Elle devait avertir quelqu'un. Mais qui? Et comment? Son esprit a parcouru les possibilités, chacune se heurtant à un mur de peur. Si elle le disait aux gardes de sécurité, la croiraient-ils? Elle n'était qu'une fillette de 7 ans, la fille d'une femme de ménage qui n'était pas censée se promener à l'étage VIP. Ils riraient probablement d'elle. Ou pire, ils appelleraient maman. Maman. L'estomac de Lily s'est noué douloureusement. Si maman découvrait qu'elle avait encore exploré, elle serait furieuse. Elle pourrait perdre son emploi. Le centre commercial avait des règles strictes concernant les enfants des employés. Ils étaient censés rester dans la salle de pause. Ils n'étaient pas censés se promener. Ils n'étaient certainement pas censés espionner les restaurants privés. La voix de maman résonnait dans sa tête, fatiguée et sérieuse, issue d'une centaine d'avertissements différents. Ne te promène pas dans le centre commercial, Lily. Ne parle pas aux inconnus. Reste dans la salle de pause et attends-moi. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des ennuis. Tu comprends? Nous ne pouvons pas nous le permettre. Lily enfreignait toutes les règles. Et si ces hommes découvraient qu'elle les avait vus, s'ils découvraient qu'il y avait un témoin, elle a pensé au tatouage de serpent, à la froideur avec laquelle ils parlaient de la mort de quelqu'un, aux armes cachées sous leur veste. Ils lui feraient du mal. Ils feraient du mal à maman. Peut-être qu'elle devrait simplement retourner à la salle de pause, faire comme si elle n'avait rien vu, s'asseoir avec M. Bouton et faire plus de problèmes de maths jusqu'à ce que maman finisse son service.
Laissez les adultes gérer les affaires d'adultes. Mais quelqu'un va mourir. La pensée a transpercé sa peur comme une aiguille dans un tissu. Si je ne dis rien, quelqu'un va mourir, et ce sera de ma faute. Lily a fermé les yeux très fort. Des larmes brûlaient derrière ses paupières, menaçant de déborder. Elle n'était qu'une enfant. Elle était petite, faible et effrayée. Que pouvait-elle faire contre des hommes avec des armes et des bombes? Que ferait papa? La question venait de quelque part au fond d'elle, de l'endroit où elle gardait tous ses souvenirs de lui. Son rire, ses mains fortes, la soulevant sur ses épaules, l'odeur de sueur et de savon qu'il dégageait. Papa avait été courageux. Papa avait travaillé sur des chantiers de construction dangereux pour subvenir aux besoins de leur famille. Papa n'avait jamais fui les choses difficiles. 3 jours avant sa mort, il lui avait donné M. Bouton. Elle se souvenait de ce qu'il avait dit en plaçant l'ours usé dans ses petites mains. Quand tu as peur, pense à ce qui est juste, puis fais-le. Même si c'est dur, même si ça fait mal, c'est ce que font les gens courageux. Lily a ouvert les yeux. Elle avait toujours peur. Ses jambes tremblaient toujours. Son cœur battait toujours la chamade. Mais elle savait ce qu'elle devait faire. Elle a commencé à retourner vers la salle de pause. Elle trouverait un garde de sécurité. Elle les forcerait à l'écouter. Elle le ferait. Un mouvement a attiré son attention. À travers une petite fenêtre dans le couloir de service, elle pouvait voir à l'intérieur du restaurant VIP. Un homme était entré, grand, larges épaules, costume noir. Il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui possédait chaque pièce où il entrait. Il s'est assis à la table centrale. La table avec la bombe en dessous. Le cœur de Lily s'est arrêté. Vulov. C'était le nom que ces hommes avaient prononcé. C'était la cible. C'était l'homme qu'ils voulaient tuer. La minuterie avait commencé. Il n'y avait pas le temps de trouver la sécurité. Pas le temps d'expliquer. Pas le temps de convaincre qui que ce soit. Lily a baissé les yeux sur M. Bouton. L'unique œil de Bouton de l'ours semblait la fixer en retour, attendant. Fais ce qui est juste, même si c'est dur. Elle ne savait pas si ces hommes étaient bons ou mauvais. Elle ne savait pas pourquoi des gens voulaient sa mort. Elle ne savait qu'une seule chose avec une certitude absolue. Personne ne méritait d'être pulvérisé par une bombe. Lily a pris la plus profonde inspiration de sa vie. Puis elle a écarté le rideau rouge et est entrée dans la lumière. 21h15. Restaurant VIP. Au moment où le rideau a bougé, Marcus cherchait déjà son arme. 20 ans dans la pègre lui avaient donné des réflexes plus rapides que la pensée. Ses mains se sont glissées dans sa veste, ses doigts s'enroulant autour de l'acier froid de son pistolet, son corps se tendant pour le combat. Ses yeux se sont fixés sur le rideau, calculant les angles, les distances, les voies de fuite. Puis il l'a vu. Un enfant, une toute petite fille aux cheveux noirs et aux immenses yeux bruns, serrant un ours en peluche en lambeaux comme si sa vie en dépendait. Elle se tenait dans l'ouverture entre le rideau et le mur, si petite qu'elle lui arrivait à peine à la taille, si fragile qu'un vent fort aurait pu la renverser. Marcus n'a pas lâché l'arme immédiatement. Dans son monde, tout pouvait être un piège, même les enfants. Qui es-tu? Sa voix est sortie plus dure qu'il ne l'avait prévu. Comment es-tu entré ici? La fille n'a pas répondu à ses questions. Elle a fait un pas en avant, puis un autre, ses baskets usées silencieuses sur le sol poli. Tout son corps tremblait. Ses lèvres ont bougé plusieurs fois avant qu'un son ne sorte enfin. J'ai vu des gens mettre quelque chose sous votre table. Sa voix était à peine un murmure, faible et tremblante comme une feuille dans la tempête. Ils ont dit que ça allait exploser. Marcus l'a dévisagé. Son premier instinct fut l'incrédulité. Ce devait être une sorte de blague, une diversion. Peut-être que Victor avait envoyé cet enfant pour attirer son attention, pendant que la vraie menace approchait d'une autre direction. Mais alors même que les pensées paranoïaques traversaient son esprit, autre chose s'est agitée dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 5 ans. Une reconnaissance. Les yeux de la fille étaient grandes de terreur. Mais sous la peur, il y avait quelque chose de féroce, de déterminé. Elle était morte de peur. Pourtant, elle était entrée dans cette pièce quand même. Anna le regardait exactement de la même manière. Quand les orages secouaient leur maison et que les éclairs peignaient les fenêtres en blanc, Anna grimpait sur ses genoux, tremblante et terrifiée. Mais refusant de se cacher sous les couvertures comme les autres enfants, elle affrontait la tempête avec son père. « J'ai peur, papa », murmurait-elle.
Mais je veux être courageuse comme toi. Cette fille avait le même regard, le même courage obstiné enveloppé de peur. Les enfants ne mentent pas comme ça. Ils ne peuvent pas simuler ce genre de terreur. Chaque instinct que Marcus avait développé en 2 décennies à lire les gens, à séparer la vérité de la tromperie, lui disait la même chose. Elle disait la vérité. Lentement, prudemment, Marcus s'est baissé pour regarder sous la table. La nappe blanche pendait comme un rideau, cachant l'obscurité en dessous. Il l'a écartée d'une main, ses yeux s'habituant à l'ombre. Là, une boîte noire, légèrement plus grande qu'un smartphone, fixée sous la table avec un adhésif industriel. Une lumière LED rouge clignotait régulièrement sur sa surface. Il pouvait voir des fils se connectant à quelque chose à l'intérieur de la boîte. Quelque chose qui ferait exploser cette pièce lorsque la minuterie atteindrait 0. La glace a envahi ses veines. Il avait déjà vu des dispositifs comme celui-ci. Il avait déjà commandé des dispositifs comme celui-ci. Marcus s'est relevé lentement, ses mouvements délibérés et contrôlés. Tout mouvement brusque pourrait déclencher un capteur de secours. Toute vibration pourrait accélérer le compte à rebours. Il a regardé la fille. Elle l'observait avec ses yeux immenses, attendant, espérant qu'il saurait quoi faire. Quand les as-tu vus? Il a gardé sa voix calme, stable, même si son cœur battait à toute rompre contre ses côtes. À quoi ressemblait-il? La fille a dégluti difficilement. Il y a peut-être 30 minutes, 2 hommes. Ils portaient des vêtements de serveurs, mais ils ne bougeaient pas comme des serveurs. Elle a fait une pause, se concentrant, extrayant les détails de sa mémoire comme des photographies. L'un avait une cicatrice sur le visage, ici. Elle a tracé une ligne sur sa joue gauche, l'autre avait un tatouage, un serpent sur le poignet. Marcus a senti quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Tony Russo, le serpent, l'exécuteur le plus fidèle de Victor Castellano. C'était l'œuvre de Victor. Le faux message, la promesse d'information sur Anna. Tout cela n'était qu'un piège pour l'attirer ici, pour l'installer à cette table, pour le faire exploser en morceaux, tout comme la voiture piégée il y a 5 ans. Victor, la rage a explosé en lui, chaude et sauvage. Mais Marcus l'a réprimé. Il y aurait du temps pour la vengeance plus tard. Pour l'instant, il devait survivre, et il devait sortir cet enfant du rayon de l'explosion. Il a tendu la main et a pris sa petite main dans la sienne. Elle était froide et tremblante. « Tu dois sortir d'ici », a-t-il dit. « Mais d'abord, j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu as vu d'autre. » 21h20, restaurant VIP. Marcus a sorti son téléphone de sa main libre, son autre main tenant toujours les petits doigts de Lily. Il a appuyé sur la numérotation rapide sans regarder. Nikolai a répondu à la première sonnerie. « Il y a une bombe sous ma table. » Marcus a gardé sa voix basse et contrôlée, même si l'adrénaline déferlait dans son corps. Évacuer la zone immédiatement et trouver Tony Russo. Une brève pause. Quand Nikolai a parlé, sa voix était froide comme la glace de l'Arctique. Compris. « Où es-tu? » « Je bouge. Il y a un enfant ici. Je dois la protéger. » Un enfant? Le ton de Nikolai a légèrement changé, une pointe de confusion perçant son calme professionnel. « Fais juste ce que j'ai dit. Je te contacterai quand je serai en sécurité. » Marcus a mis fin à l'appel et a glissé le téléphone dans sa poche. Il a baissé les yeux vers Lily. Elle tremblait encore, son petit corps secoué comme une feuille dans le vent d'hiver. Mais ses yeux étaient secs. Pas de larmes, pas d'hystérie. Juste de la peur mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de la détermination. Il a ressenti une vague de respect inattendu pour cette petite fille qui était entrée dans la fosse au lion pour avertir un étranger. « Comment t'appelles-tu? » « Lily. » Sa voix était plus stable maintenant, comme si le fait de se concentrer sur quelque chose de concret aidait à repousser la terreur. « Lily Chen. »« Lily, où est ta mère? » Elle nettoie en bas. Au premier étage, l'aire de restauration. Lily a serré M. Bouton plus fort contre sa poitrine. « Elle travaille ici. Je viens avec elle le samedi. » Marcus a compris immédiatement. La fille d'une femme de ménage, un enfant laissé seul dans les salles de pause des employés pendant que sa mère frottait les sols et essuyait les tables pour un salaire minimum. Il avait vu la pauvreté comme celle-ci toute sa vie. Il en était sorti lui-même, bien que le chemin qu'il avait choisi fût pavé de sang. Son premier instinct fut pratique. Envoyer la fille en bas, la faire intercepter par les hommes de Nikolai et la remettre en sécurité à sa mère.
Ensuite, Marcus pourrait se concentrer sur sa survie et sa vengeance sans qu'un enfant ne le ralentisse. Mais quelque chose l'a arrêté. Si les hommes de Victor découvraient qu'il y avait un témoin, s'ils apprenaient qu'une fillette de 7 ans avait vu Tony et Marco poser la bombe, ils ne la laisseraient pas vivre. Victor Castellano ne laissait pas de témoins gênants. Il l'avait prouvé il y a 5 ans en assassinant une fillette de 6 ans simplement parce qu'elle se trouvait dans la mauvaise voiture. Marcus a regardé le visage de Lily et a vu le fantôme d'Anna le fixer. Il ne laisserait pas un autre enfant mourir à cause de Victor. Tu viens avec moi. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Je t'emmènerai à ta mère. Mais d'abord, nous devons sortir d'ici en toute sécurité. Lily a hoché la tête rapidement, acceptant son autorité sans poser de questions. Peut-être sentait-elle que cet homme, malgré son apparence effrayante, était sa meilleure chance de survie. Marcus s'est dirigé vers l'entrée principale, puis s'est arrêté. Si Tony surveillait les caméras de sécurité, il verrait Marcus quitter le restaurant. Il saurait que le plan avait échoué. Il déclencherait la bombe manuellement. « Y a-t-il une autre sortie ?» a demandé Marcus. Lily a tiré doucement sa main, l'entraînant vers le rideau rouge. La sortie de derrière, par où je suis entré, par le couloir des employés. Ils se sont glissés ensemble à travers le rideau, entrant dans le couloir de service faiblement éclairé. L'air était plus frais, ici, teinté d'une odeur de produits de nettoyage et de béton industriel. Lily l'a guidé, ses petits pieds se déplaçant avec une confiance surprenante. Elle a montré un coin où une caméra de sécurité était montée au plafond. « Cette caméra couvre le couloir principal », a-t-elle murmuré. « Mais elle ne peut pas voir cette partie. Il y a un angle mort près de la salle électrique. » Marcus l'a regardé avec des yeux neufs. « Tu connais bien cet endroit. J'explore parfois. » Lily a levé les yeux vers lui, une lueur de culpabilité traversant son visage. « Maman ne sait pas. » Malgré tout, Marcus a senti le coin de sa bouche se contracter. Cet enfant avait probablement cartographié chaque recoin caché de ce centre commercial. Sa curiosité pourrait bien leur sauver la vie à tous les deux. Ils se sont déplacés ensemble dans l'ombre, restant près des murs, évitant le regard de la caméra. Derrière eux, quelque part dans l'élégant restaurant VIP qu'ils venaient de fuir, une lumière rouge continuait de clignoter dans l'obscurité, poursuivant son compte à rebours. 21h25, 4e étage, salle de surveillance temporaire. Le débarras du 4e étage avait été transformé en un centre de commandement improvisé. Tony avait soudoyé un gardien de nuit pour leur donner accès, ainsi qu'un moniteur portable connecté au système de caméra du centre commercial. L'installation était rudimentaire mais efficace. Chaque couloir, chaque entrée, chaque coin de l'étage VIP était visible sur les écrans scintillants. Tony était assis sur une chaise pliante en métal, ses yeux balayant les moniteurs avec une concentration de prédateur. Marco se tenait derrière lui, nerveusement, vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes, comptant les minutes jusqu'à ce que la bombe transforme Marcus Vulov en un souvenir. 15 minutes s'étaient écoulées depuis que Vulov s'était assis à la table. 15 minutes de plus vers la victoire. Puis Tony a vu un mouvement sur l'écran 3. Il se lève. Tony s'est penché en avant, ses yeux se plissant. Il se dirige vers la sortie arrière. Marco s'est approché du moniteur, plissant les yeux devant l'image granuleuse. Il reste encore 20 minutes au minuteur. Peut-être qu'il va juste aux toilettes, avec son manteau et son téléphone à la main. La mâchoire de Tony s'est crispée alors qu'il regardait Marcus se déplacer avec une urgence indéniable. Ce n'était pas un homme qui sortait pour aller aux toilettes. C'était un homme qui savait qu'il était en danger. Puis Tony a remarqué autre chose sur l'écran, quelque chose qui lui a glacé le sang. Une petite silhouette marchant à côté de Marcus, une poigne. Un enfant lui arrivant à peine à la hanche, serrant quelque chose contre sa poitrine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tony a saisi le bord de la table, se penchant si près du moniteur que son souffle a embué l'écran. D'où sort cette gamine? Le visage de Marco est devenu pâle. Je ne sais pas. Elle n'était pas là quand on a posé le dispositif. Le restaurant était vide. L'esprit de Tony a fait marche arrière, rejoignant les moments où lui et Marco étaient entrés dans la salle VIP. Le silence, les ombres, le léger bruissement derrière le rideau rouge qu'il avait pris pour la climatisation. Pas la climatisation. Un témoin. Merde. Tony a frappé la table du poing, faisant vaciller le moniteur. Cette gamine nous a vus. C'est comme ça que Vulov sait. Regarde comment il bouge.
Il la protège. Il sait pour la bombe. La voix de Marco s'est brisée de panique. Comment est-ce que possible? On a vérifié la pièce. Elle était vide. Apparemment, on n'a pas assez bien vérifié. Tony sortait déjà son téléphone, ses doigts tapant sur l'écran. Le patron doit savoir. Victor a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était détendue, désinvolte, la voix d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Dis-moi que c'est fait. On a un problème. Tony s'est forcé à parler calmement, professionnellement, même si son cœur battait la chamade. Vulov sait pour la bombe. Il bouge. Et il y a un témoin, un enfant. Silence à l'autre bout du fil. Quand Victor a de nouveau parlé, toute chaleur avait disparu de sa voix, remplacée par quelque chose de froid et de reptilien. Pas de témoin. Tu me comprends. Déclenche la bombe manuellement si tu dois le faire. Et occupe-toi de l'enfant. Tony a dégluti. Compris. La ligne a été coupée. Tony s'est tourné vers Marco, son expression se durcissant comme de la pierre. Tu restes ici. Garde les yeux sur les caméras. Dis-moi chacun de leurs mouvements. Qu'est-ce que tu vas faire? Tony a sorti son arme de son étui, vérifiant le silencieux avec une efficacité rodée. Je vais à la chasse. Il s'est dirigé vers la porte, ses pas rapides et déterminés. Derrière lui, Marco s'est retourné vers les moniteurs, ses mains tremblantes alors qu'il regardait les deux silhouettes naviguer dans les couloirs de service. Il se dirige vers l'escalier est, a rapporté Marco dans sa radio. Ils vont vite. Tony a souri en entrant dans le couloir, l'arme, un poids familier dans sa main. Le centre commercial était de son territoire ce soir. Chaque sortie était couverte. Chaque caméra regardait. Volkov avait peut-être survécu à la bombe, mais il ne survivrait pas aux 20 prochaines minutes. Sur le moniteur, les images de Marcus et Lily clignotaient alors qu'ils passaient du champ d'une caméra à l'autre. Un homme et un enfant courant pour leur vie dans un labyrinthe de béton et d'acier. Le sourire de Tony s'est élargi. Cours autant que tu veux, Volkov. C'est chez moi ce soir, 21h30. Couloir de service du 5e étage. Le couloir étroit derrière les boutiques de luxe sentait la poussière et le vieux carton. Des tuyaux couraient le long du plafond, enveloppés d'une isolation argentée qui brillait faiblement sous l'éclairage de secours. Le sol était en béton nu, marqué par les éraflures d'innombrables livraisons et des empreintes de pas oubliées. Marcus a suivi Lily à travers le labyrinthe, s'émerveillant de la confiance avec laquelle elle naviguait. Sa petite main restait dans la sienne, le guidant à gauche et à droite à travers des passages qu'il n'aurait jamais trouvés seul. « Tournez à gauche ici », a-t-elle murmuré. Il y a un escalier de service derrière le magasin de chaussures. Il a obéi sans poser de questions. L'enfant connaissait ce terrain mieux que n'importe quelle équipe tactique avec laquelle il avait travaillé. Ils ont atteint une petite alcôve où deux couloirs se croisaient. Lily s'est arrêtée, se pressant contre le mur pour reprendre son souffle. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, mais son expression restait concentrée, alerte. Marcus s'est accroupi à côté d'elle, vérifiant le couloir derrière eux. « Dégagé pour l'instant. Tu te débrouilles très bien, a-t-il dit à voix basse. Continue juste. Êtes-vous une mauvaise personne? La question l'a frappé comme une balle. Marcus s'est tourné pour la regarder. Lily le fixait avec ses immenses yeux bruns, son regard inébranlable, exigeant la vérité. « Pourquoi demandes-tu ça? » Ces hommes ont dit votre nom. Lily a serré M. Bouton plus fort. « Ils vous ont appelé Volkov. J'ai entendu maman dire ce nom avant. Elle a dit que les gens comme vous sont dangereux. Elle a dit que je devais rester loin des gens comme vous. » Les mots ont entaillé Marcus comme un couteau tranchant de vieilles cicatrices. Même une fillette de 7 ans savait ce qu'il était. Même la fille d'une femme de ménage avait entendu des histoires sur le monstre nommé Vulov. Il pouvait mentir. Il pouvait lui dire qu'il était un homme d'affaires, que les hommes qui voulaient le tuer étaient simplement des concurrents. Il pouvait s'envelopper de mensonges confortables jusqu'à ce qu'elle cesse de le regarder avec ce mélange de curiosité et de peur. Mais quelque chose chez cet enfant rendait le mensonge impossible. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Sa voix était rauque, honnête, des choses qui t'effraieraient si je te les racontais. Mais ce soir, je ne veux pas que tu sois blessé. Tu m'as sauvé la vie. Je te dois une fière chandelle. Lily a réfléchi à cela pendant un long moment. Son petit visage était sérieux, pensif, bien trop vieux pour son âge. Mon papa disait que personne n'est complètement mauvais. Elle parlait lentement, comme si elle récitait quelque chose de précieux de mémoire. Il disait que parfois,
Les gens oublient juste comment être bon. Marcus a senti sa gorge se nouer, ses yeux brûlés de quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis 5 ans. Anna disait des choses comme ça. Elle croyait aux gens même quand ils ne le méritaient pas. Elle le regardait avec une foi absolue que son père ne pouvait faire aucun mal. Avant qu'il ne puisse répondre, un son a résonné dans le couloir. Des pas, lourds, déterminés, de plus en plus proches. Marcus a attrapé Lily et l'a tirée dans un coin sombre, derrière une pile de caisses d'expédition vides. Il a pressé doucement une main sur sa bouche, faisant taire tout son qu'elle pourrait faire. Son autre main serrait son arme. À travers l'espace entre les caisses, il a vu une silhouette passer. Tony Rosso. Le tatouage de serpent était visible même dans la pénombre. Il tenait un pistolet avec un silencieux, balayant le couloir avec une lampe de poche montée sous le canon. Le faisceau de lumière espacé à quelques centimètres de leur cachette. Lily n'a pas bougé, n'a pas respiré. Son petit corps était pressé contre la poitrine de Marcus, son cœur battant si fort qu'il pouvait le sentir à travers sa fine chemise. Mais elle n'a pas pleuré, elle n'a pas tremblé, elle a simplement attendu, lui faisant confiance pour la garder en sécurité. Tony a fait une pause un instant, écoutant. Puis il a continué, disparaissant au coin de la rue. Marcus a compté jusqu'à 30 avant de relâcher Lily. Elle l'a regardé, les yeux grands ouverts mais secs. Pas de panique, pas de larmes. Il avait commandé des soldats qui auraient craqué sous ce genre de pression. Pourtant, cette fillette de 7 ans restait stable. Marcus l'a regardée avec des yeux neufs. Elle n'était pas seulement un enfant qu'il devait protéger. Elle était une alliée, une partenaire, la personne la plus courageuse qu'il ait rencontrée depuis très longtemps. 21h40. Salle électrique. La salle électrique était petite et exiguë, remplie de disjoncteurs bourdonnants et d'enchevêtrements de fils colorés. Les lumières de secours projetaient une lueur rouge pâle sur tout. L'air était chaud et sentait l'ozone et le métal chauffé. Marcus a pressé son dos contre le mur à côté de la porte, écoutant les bruits de pas tout en vérifiant son téléphone. Un message de Nikolai brillait sur l'écran. L'équipe entre dans le centre commercial maintenant. Il nous faut encore 10 minutes. Tenez la position. 10 minutes. Marcus a fermé les yeux brièvement. 10 minutes, c'était une éternité quand un tueur vous traquait dans des couloirs sombres. 10 minutes, c'était une condamnation à mort quand chaque seconde rapprochait Tony Rosso de leur découverte. Il a regardé Lily. Elle était assise sur une caisse en plastique renversée. Monsieur Bouton serré contre sa poitrine, ses yeux le regardant avec une intensité tranquille. Elle attendait qu'il trouve une solution. Attendait que l'adulte arrange tout. Mais Marcus était à court d'options. « Tu dois aller au premier étage », a-t-il dit, pensant à voix haute. « Y a-t-il un autre escalier? Un qui ne passe pas par les couloirs principaux. » Lily a hoché la tête lentement. « Il y en a un près de la zone de stockage, mais il passe devant des caméras. Les méchants me verront. » Marcus s'est frotté la mâchoire, calculant. Si Marco surveillait toujours les flux de sécurité, tout mouvement dans les couloirs principaux serait détecté instantanément. Il saurait exactement où Lily se dirigeait. Il l'intercepterait avant qu'elle n'atteigne la sécurité. « Si je pouvais désactiver les caméras, a-t-il commencé, je sais où les éteindre. » Marcus s'est arrêté en pleine phrase. « Quoi? » Lily a levé les yeux vers lui, son expression sérieuse au-delà de son âge. « J'ai déjà observé les gardes de sécurité. Il y a un boîtier de contrôle au 3e étage, près du placard de maintenance. J'ai vu M. Jenkins actionner les interrupteurs une fois quand il testait le système. » Elle a fait une pause. « La zone 5 contrôle les caméras du côté est. C'est là que se trouve l'autre escalier. » Marcus l'a dévisagé. Cet enfant avait absorbé des informations que des agents entraînés pérennent pour acquérir. « Que suggères-tu? » Lily a pris une profonde inspiration. Ses petites mains se sont resserrées autour de M. Bouton. « Je peux y aller. Je suis petite. Ils ne me remarqueront pas. J'éteins les caméras. Ensuite, vous pourrez bouger. Ensuite, j'irai trouver maman. » Non. Le mot est sorti plus dur que Marcus ne l'avait prévu. Absolument pas. C'est trop dangereux. Mais si je ne le fais pas, ils vous trouveront. La voix de Lily est restée stable, calme, presque effroyablement rationnelle. Et s'ils vous trouvent, ils me trouveront aussi. Vous l'avez dit vous-même. Je suis un témoin. Marcus a senti quelque chose se tordre dans sa poitrine.
De la colère chaude et amère d'avoir laissé un enfant s'emmêler dans ce cauchemar. De l'admiration réticente et douloureuse pour elle. Écoute-moi, a-t-il dit, glissant inconsciemment vers un ton plus doux. Tu as 7 ans, ce n'est pas ton combat. J'ai choisi de vous avertir. Lily a soutenu son regard sans ciller. J'ai déjà décidé d'être courageuse ce soir. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Les mots ont frappé Marcus comme un coup physique. Il a vu Anna dans son visage. Anna, qui avait toujours voulu être courageuse comme papa. Anna, qui était morte à cause des choix que Marcus avait faits. Il n'avait pas pu protéger Anna. Mais peut-être qu'il pourrait protéger cette fille. Et peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait la laisser l'aider à le faire. D'accord, a-t-il finalement dit, les mots lourds sur sa langue. Mais écoute-moi attentivement. Tu éteins les caméras, puis tu vas directement au premier étage. Tu trouves ta mère et tu ne reviens pas. Compris? Lily a hoché la tête solennellement. Compris. Mais derrière son expression obéissante, une autre pensée se formait. Un plan qu'elle gardait caché même à elle-même. Marcus a fouillé dans sa veste et a sorti un deuxième téléphone, un téléphone jetable qu'il gardait pour les urgences. Il l'a pressé dans la petite main de Lily. Si quelque chose arrive, appuie sur le numéro 1. Mes gens viendront. Lily a regardé le téléphone, puis de nouveau Marcus. Elle l'a soigneusement glissé dans sa poche à côté de M. Bouton. Puis elle s'est retournée et est sortie de la salle électrique, disparaissant dans l'ombre. 21h45. Couloir du 3e étage. Lily se déplaçait dans l'ombre comme un fantôme. Ses baskets usées ne faisaient aucun bruit sur le sol poli. Des années à explorer le centre commercial après les heures de fermeture lui avaient appris exactement comment marcher, où poser ses pieds, comment déplacer son poids, pour que même la dalle la plus grinçante reste silencieuse. Elle était petite, légère et invisible. Monsieur Bouton était bien calé sous un bras. Le téléphone jetable que Marcus lui avait donné pressait contre sa hanche à travers sa fine poche. Elle pouvait sentir son poids à chaque pas, un rappel que l'aide n'était qu'à un bouton près. Mais elle ne voulait pas appuyer sur ce bouton. Elle voulait être courageuse comme papa, comme Marcus. Le 3e étage était plus calme que les niveaux supérieurs. La plupart des magasins avaient fermé des heures auparavant. Leurs grilles de sécurité en métal étaient embêtées comme des paupières endormies. Les lumières de secours projetaient des flaques de bleu pâle sur le sol, créant des îles de visibilité dans un océan d'obscurité. Lily a pensé à maman. À cette heure, maman devait avoir fini l'ère de restauration et être retournée à la salle de pause. Elle l'aurait trouvée vide. Elle chercherait à prendre le nom de Lily de cette voix inquiète qui faisait toujours culpabiliser Lily de s'être éloignée. « Je suis désolé, maman. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Le placard de maintenance est apparu devant, exactement là où Lily s'en souvenait. La porte était légèrement entr'ouverte, révélant une fente d'obscurité au-delà. À côté, montée sur le mur à hauteur d'adulte, se trouvait la boîte en métal gris que Lily avait vu M. Jenkins ouvrir lors du test du système de sécurité. Le panneau de contrôle des caméras. Lily s'est étirée sur la pointe des pieds. Ses doigts atteignaient à peine le loquet. Elle l'a ouvert, le métal grinçant doucement, révélant des rangées d'interrupteurs et de voyants lumineux clignotants. Tant d'interrupteurs, tant d'étiquettes. Son cœur a commencé à battre la chamade. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 5, a-t-elle murmuré pour elle-même, ses yeux balayant désespérément. Zone 5, Zone 5. Des pas, lourds, délibérés, venant du coin. Le sang de Lily s'est glacé. Elle a reconnu ce son, la démarche confiante d'un prédateur qui sait que sa proie est proche. Tony. Ses yeux ont parcouru le couloir. Pas de porte à portée de main, pas d'alcôve pour se cacher, pas de boîte ou de caisse derrière lesquelles se baisser. Puis elle l'a vu. Un chariot de nettoyage était contre le mur près du coin, chargé de produits de nettoyage et de sacs poubelles. Le même genre de chariot que maman utilisait tous les soirs. Le même chariot avec le grand compartiment vide en dessous où étaient stockés les sacs poubelles de rechange. Lily a couru. Elle a atteint le chariot en 3 secondes, est tombée à genoux et s'est glissée dans le compartiment inférieur. L'espace était exigu et sentait le nettoyant industriel et les vieilles ordures. Elle s'est recroquevillée en la plus petite boule possible, enroulant son corps autour de M. Bouton, tirant un sac poubelle de rechange sur elle comme une couverture.
Les pas se sont faits plus forts. À travers une minuscule fente dans le cadre du chariot, Lily pouvait voir des chaussures en cuir noir s'approcher. Des chaussures chères, polies à la perfection. Elles se sont arrêtées juste à côté du chariot. Elle pouvait entendre une respiration lente et contrôlée. Rien ici. La voix de Tony était froide et irritée. La radio à sa ceinture a grésillé alors qu'il parlait dedans. Troisième étage dégagé, je passe au deuxième. Les chaussures sont restées immobiles pendant un moment interminable. Lily a pressé sa main sur sa propre bouche, terrifiée que même sa respiration puisse la trahir. Puis les chaussures ont continué leur chemin. Les pas se sont estompés dans le couloir, devenant plus faibles jusqu'à disparaître complètement. Lily a attendu. 1 minute, 2 minutes. Ses jambes étaient prises de crampes. Ses poumons brûlaient pour de l'air frais. Finalement, lentement, elle est sortie du compartiment. Tout son corps tremblait. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine se tenir debout, mais elle s'est forcée à se redresser et est retournée au panneau de contrôle. Zone 5. Cette fois, elle l'a trouvé immédiatement. Un interrupteur noir près du bas du panneau, étiqueté en lettres blanches délavées. Lily a tendu la main et l'a baissé. Quelque part dans le centre commercial, une série de flux de caméras a vacillé et s'est éteinte. 21h50. Couloir du 4e étage. Marcus a regardé la petite lumière rouge de la caméra de sécurité clignoter 1 fois, 2 fois, puis s'éteindre. Elle l'avait fait. La fillette de 7 ans l'avait vraiment fait. Le soulagement et la peur se sont mêlés dans sa poitrine. Le soulagement que les caméras ne puissent plus suivre ses mouvements. La peur de ce qui pourrait arriver à Lily maintenant qu'elle était seule dans le centre commercial obscurci. Il a repoussé la peur. Il y aurait du temps pour la retrouver plus tard. D'abord, il devait survivre. Marcus s'est déplacé rapidement dans le couloir désormais aveugle, ses pas silencieux sur la moquette industrielle. L'escalier était à 50 mètres. S'il pouvait l'atteindre, il pourrait descendre au 1er étage, trouver Lily et attendre l'arrivée de l'équipe de Nicolas. Il a tourné au coin à toute vitesse et s'est arrêté net. Tony Russo se tenait à 10 mètres de là, son pistolet à silencieux déjà levé, son poignet tatoué d'un serpent stable comme la pierre. Voulof, les lèvres de Tony se sont retroussées en un sourire froid. « Tu pensais pouvoir t'enfuir » La main de Marcus a bougé instinctivement, sortant sa propre arme dans un mouvement fluide qui était devenu une seconde nature en 20 ans. Les deux hommes se sont figés, les armes pointées sur le cœur de l'autre, séparés par rien d'autre que le vide et une haine mutuelle. Tony le serpent. La voix de Marcus était de glace. « Victor t'a envoyé pour me tuer. »« Mais pourquoi une bombe? Trop peur de m'affronter toi-même. » Tony a ri, un son rauque qui a résonné sur les murs de béton. Le patron voulait que ce soit propre. Pas de traces, pas de témoins. Son sourire s'est élargi. Mais les plans changent. Maintenant, je vais m'occuper de toi personnellement. Ils ont tiré simultanément. Marcus s'est jeté sur le côté, roulant derrière un pilier de soutien, alors que la balle de Tony sifflait dans l'air où sa tête se trouvait une fraction de seconde auparavant. Le tir lui a éraflé l'épaule, traçant une ligne de feu sur sa peau. Sa propre balle a atteint sa cible. Tony a crié alors que la balle lui traversait la cuisse droite, brisant l'os et déchiquetant le muscle. Il s'est effondré contre le mur, le sang s'accumulant sous lui, mais sa main armée est restée stable, pointant toujours vers Marcus. « Tu ne sortiras pas d'ici vivant, Voulof. » La voix de Tony était tendue par la douleur, mais toujours provocante. « Marco est dans la salle de surveillance. Dès qu'il te verra essayer de partir, il déclenchera la bombe à distance. Toi et tous les autres dans ce bâtiment seraient réduits en poussière. » Marcus a chargé en avant, donnant un coup de pied dans l'arme de Tony pour la lui faire lâcher et le plaquant contre le mur. Ses doigts se sont refermés sur la gorge de Tony, pressant juste assez fort pour rendre la respiration difficile. « Dis-moi quelque chose. » Le visage de Marcus était à quelques centimètres de celui de Tony, ses yeux brûlants de 5 ans de rage refoulés. « Est-ce que Victor a ordonné l'attentat à la voiture piégée il y a 5 ans? Celui qui a tué ma fille? » Les yeux de Tony ont vacillé de reconnaissance, puis de mépris. « Ta fille? » Il a ri d'un rire humide, le sang tachant ses dents. « Dommage collatéral. Victor te voulait mort. Mais tu étais en retard ce matin-là. Et ta précieuse petite fille a décidé d'attendre dans la voiture. Le monde est devenu rouge.
Le poing de Marcus a heurté le visage de Tony avec une force qui a fait craquer les os. Puis encore et encore. Chaque coup portait le poids de 5 ans de deuil, de cauchemar, de regard fixé sur la photo d'Anna en se demandant qui la lui avait enlevée. Son téléphone a sonné. Le son a traversé sa rage comme une lame dans la chair. Marcus s'est arrêté en plein mouvement, les jointures ensanglantées. Le visage de Tony était un amas informe sous lui. Il a attrapé le téléphone. Le numéro de Lily. « Allô, oncle Marcus ?» Sa voix était aiguë et terrifiée. Les mots se bousculaient dans la panique. « Il y a un autre homme. Il m'a trouvé. Il me poursuit. » Le sang de Marcus s'est glacé. Il a frappé une dernière fois la tempe de Tony, l'assommant, puis a sprinté vers l'escalier. Lily était en danger. Et quelque part dans ce bâtiment, Marco attendait de les faire tous exploser. 21h55. Aire de restauration du premier étage. Lily courait plus vite qu'elle n'avait jamais couru de sa vie. Ses poumons brûlaient, ses jambes criaient, Monsieur Bouton rebondissait contre sa poitrine à chaque foulée désespérée. Derrière elle, les pas lourdes de Marco résonnaient dans l'air de restauration vide comme le tonnerre, se rapprochant à chaque seconde. Elle n'aurait pas dû y retourner. Marcus lui avait dit d'aller directement au premier étage, de trouver maman, de ne pas revenir. Elle avait promis. Elle avait hoché la tête et dit qu'elle comprenait. Mais quand elle a entendu les coups de feu des étages supérieurs, elle n'a pas pu continuer à s'éloigner. Et si Marcus était blessé? Et s'il avait besoin d'aide? Et si elle était la seule à pouvoir faire quelque chose? Alors, elle avait fait demi-tour. Elle était repartie vers l'escalier et Marco l'avait vue. « Arrête-toi, gamine. » Sa voix a retenti dans l'air de restauration. « Je veux juste te parler. » Lily ne sait pas l'arrêter. Elle savait ce que les adultes voulaient dire quand ils disaient qu'ils voulaient juste parler tout en vous poursuivant avec une arme. L'aire de restauration était un labyrinthe de tables et de chaises, la plupart empilées ou poussées sur le côté pour le nettoyage de nuit. Lily a slalomé entre elles, se faufilant sous des surfaces que Marco devait contourner, se glissant dans des espaces que ses larges épaules ne pouvaient pas franchir. Elle connaissait cet endroit, chaque coin, chaque ombre. Maman nettoyait ici 5 soirs par semaine. Lily avait exploré chaque centimètre en attendant la fin de son service. Là, l'entrée de la cuisine du Jade Palace, le restaurant chinois du coin. La porte arrière était toujours déverrouillée car les cuisiniers l'utilisaient pour sortir les poubelles. Lily a fait irruption par la porte battante et a plongé dans l'obscurité. La cuisine sentait la vieille huile de friture et le désinfectant industriel. Les comptoirs en acier brillaient faiblement sous l'éclairage de secours. Des étagères s'élevaient au-dessus, remplies de casseroles, de poêles et de boîtes de provisions. Elle s'est accroupie derrière un énorme réfrigérateur commercial, se pressant contre le métal froid, essayant de calmer sa respiration haletante. La porte s'est ouverte derrière elle. « Sors de là, gamine !» La voix de Marco a résonné sur les surfaces en acier inoxydable. « Tu ne peux pas te cacher éternellement. C'est une impasse. » Ses pas se sont déplacés lentement dans la cuisine, méthodiques et patients, un prédateur traquant sa proie dans l'obscurité. Les yeux de Lily ont cherché frénétiquement une issue. Il y avait une porte de secours de l'autre côté de la cuisine, une sortie qui menait à une ruelle de service. Si elle pouvait l'atteindre. Mais Marco se trouvait entre elle et la porte, puis elle l'a vue. Une lourde marmite posée sur une étagère à sa gauche, et de l'autre côté de la cuisine, un rack de plateaux en métal. Lily a attrapé la marmite et l'a lancée de toutes ses forces vers les plateaux. Le fracas a été assourdissant. Le métal a heurté le métal, résonnant et claquant sur le sol. Marco s'est tourné vers le bruit, son arme levée. Lily a couru. Elle a fait 3 pas avant que des doigts ne se referment sur sa manche. « Je t'ai eu. » Marco l'a tirée en arrière, la faisant pivoter pour lui faire face. Son visage balafré s'est tordu en un sourire triomphant. « Tu te croyais maligne, hein? » Lily s'est débattue, tirant et se tortillant, mais sa prise était de fer. Elle lui a donné des coupes de pied dans les tibias, mais il a à peine semblé le remarquer. « Lâchez-moi !» Sa voix s'est brisée de terreur. Marco a ri et a levé son arme, pressant le canon froid contre son front. Le patron a dit « Pas de témoin ». Son doigt s'est déplacé vers la gâchette. « Désolé, gamine, rien de personnel. » Lily a fixé l'arme, le trou noir qui allait mettre fin à sa vie, le visage de l'homme qui était sur le point de la tuer.
Pour la première fois de la nuit, elle a vraiment cru qu'elle allait mourir. Je suis désolé, maman. Je suis désolé, papa. J'ai essayé d'être courageuse. 21h58. Cuisine du restaurant. Marco a relevé Lily, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans son bras mince, l'arme pressée contre sa tempe, le métal froid mordant sa peau. Maintenant, tu vas venir avec moi sans faire de bruit. Son souffle était chaud contre son oreille. Le patron veut avoir une petite discussion avec toi. Lily a lutté pour retenir ses larmes. Elle ne pleurerait pas. Pas devant cet homme. Pas même. Pas quand papa lui avait appris à être courageuse. Mais à l'intérieur, son cœur se brisait. Elle a pensé à maman qui travaillait en bas, ne sachant pas que sa fille était sur le point de mourir. Elle a pensé à papa qui la regardait du ciel, incapable de l'aider. Elle a pensé à toutes les choses qu'elle ne ferait jamais. Grandir, aller à l'université, rendre maman fière. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Lâchez ma fille. La voix venait de derrière eux, chaque mot aussi tranchant qu'une lame. Marco s'est retourné, entraînant Lily avec lui. Mary Chen se tenait à l'entrée de la cuisine, portant toujours son uniforme de nettoyage, ses cheveux s'échappant de sa queue de cheval. Dans ses mains, elle tenait un balai comme une arme. C'était pathétique. C'était absurde. C'était la seule chose qu'elle avait trouvée en cherchant désespérément son enfant disparu. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Ils brûlaient d'une férocité qui n'avait rien à voir avec les balais, les armes ou la force physique. C'étaient les yeux d'une mère qui avait déjà perdu son mari, qui s'était épuisée au travail pour donner une vie meilleure à sa fille, qui traverserait le feu et affronterait des armées pour protéger la seule chose qui lui restait. Marco a ri. « Qui es-tu, la mère? » Il a fait un geste dédaigneux avec son arme. « Va-t'en, ça ne te regarde pas. » Mary n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux. J'ai dit, « Lâchez ma fille. » Quelque chose dans sa voix a fait hésiter Marco. Juste une seconde. Juste assez longtemps pour qu'une lueur d'incertitude traverse son visage balafré. « Maman !» a crié Lily, les larmes finissant par couler. L'expression de Marco s'est durcie. Il a pointé l'arme vers Mary. « Très bien, 2 corps valent mieux qu'un. » Mary a lancé le balai. Il n'était pas dirigé vers la tête de Marco ou sa main armée. Elle l'a lancé à son visage, à ses yeux, sachant que cela ne lui ferait pas de mal, mais le forcerait à réagir. Marco a tressailli, levant le bras pour bloquer. À ce moment précis, Lily a mordu sa main de toutes les forces de sa petite mâchoire. Elle a senti ses dents percer la peau, a goûté le sang, a entendu Marco crier de douleur et de rage. Sa prise s'est desserrée. Lily s'est libérée et a couru vers sa mère. Mary l'a rattrapée, enroulant ses bras autour du corps tremblant de sa fille, se tournant déjà vers la sortie. Derrière eux, Marco s'est remis, son visage tordu de fureur alors qu'il levait l'arme, visant les silhouettes en fuite. « Vous êtes toutes les deux mortes. » Un coup de feu a retenti dans la cuisine, mais il ne venait pas de l'arme de Marco. Marcus se tenait à l'entrée opposée, son pistolet levé, de la fumée s'échappant du canon. Ses yeux étaient froids comme la mort elle-même. Marco a reculé en titubant, se tenant l'épaule là où la balle avait traversé la chair et le muscle. Son arme a clatré sur le sol. « Sortez d'ici !» La voix de Marcus était calme mais autoritaire. « Toutes les deux maintenant. » Mary n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Elle a pris Lily dans ses bras et a couru, franchissant la porte de la cuisine pour se retrouver dans l'aire de restauration vide. Marcus les a regardés partir. Puis il s'est retourné vers Marco, qui était affalé contre un comptoir en acier, le sang suintant entre ses doigts. Maintenant, Marcus s'est approché de lui lentement, délibérément, comme un prédateur approchant une proie blessée. « Tu vas me dire exactement comment désarmer cette bombe. » 22h02. Cuisine du restaurant. Marco gisait, affalé sur le sol graisseux, le dos appuyé contre une armoire en acier. Le sang suintait entre ses doigts, là où il pressait de son épaule blessée, formant une tache sombre et grandissante sous lui. Marcus se tenait au-dessus de lui, l'arme pointée directement sur son front. Son ombre tombait sur Marco comme un linceul. La bombe. Comment je la désarme? Marco a ri. Un son humide et rauque, du sang coulait du coin de sa bouche, là où il s'était mordu la langue en tombant. « Tu crois que je vais te le dire? » Sa voix était tendue mais provocante. « Victor tuera toute ma famille si je le trahis. Ma mère, mes sœurs, tout le monde. » Marcus s'est accroupi lentement,
amenant son visage au niveau de celui de Marco. Ses yeux étaient deux éclats d'acier gelé. Victor n'est pas là. Sa voix était calme, contrôlée, terrifiante. Moi aussi, et j'ai 5 ans de rage qui ont besoin de se déverser quelque part. Il a attrapé le col de Marco et l'a tiré en avant, ignorant le cri de douleur de l'homme alors que le mouvement secouait son épaule blessée. Tu connais l'attentat à la voiture piégée d'il y a 5 ans? Celui qui m'était destiné? Les yeux de Marco se sont légèrement agrandis. J'en ai entendu parler, mais je n'étais pas impliqué. Je suis nouveau. Je ne travaille pour Victor que depuis 2 ans. Ma fille est morte dans cette explosion. La voix de Marcus s'est brisée presque imperceptiblement. Elle avait 6 ans, le même âge que la petite fille que tu viens de menacer de tuer. Quelque chose a changé dans l'expression de Marco. Il a vu au-delà du chef de la mafia, au-delà de la légende, au-delà de l'homme qui avait bâti un empire sur le sang et la peur. Il a vu un père en deuil, brisé, qui avait passé 5 ans à vivre avec une blessure qui ne guérirait jamais. Je ne savais pas, a murmuré Marco. Je jure que je ne savais pas pour votre fille. Mais tu sais pour la bombe. Marcus a pressé l'arme plus fort contre le front de Marco. Dis-moi comment la désarmer. Maintenant. Marco a hésité une seconde de plus, puis la combativité l'a quitté. Il y a un code, un clavier sur le côté de l'appareil. Entrez 4, 7, 2, 9, ça désactivera la minuterie. Si tu mens, a dit Marcus en se relevant, je te trouverai, et ce que je te ferai passera pour de la pitié comparé à ce soir. Il s'est retourné et a couru. L'escalier a défilé devant lui alors qu'il montait les marches 3 par 3, son épaule blessée hurlant à chaque mouvement. Son téléphone a vibré. La voix de Nikolai a grésillé dans le haut-parleur. Nous sommes à l'intérieur, à 3 minutes de ta position. Je n'ai pas 3 minutes. Marcus a franchi la porte du 5e étage, sprintant dans le couloir vers le restaurant VIP. Ses poumons brûlaient, ses jambes lui faisaient mal. Mais il n'a pas ralenti. Le restaurant était exactement comme il l'avait laissé. Lustre en cristal, nappe blanche et sous la table centrale, une petite boîte noire avec un affichage LED rouge, comptant les secondes jusqu'à l'oubli. 4 minutes et 32 secondes, moins de 5 minutes. Marcus est tombé à genoux et a rampé sous la table. Ses mains ont trouvé l'appareil, ses doigts cherchant frénétiquement le clavier que Marco avait mentionné. Là, un petit panneau sur le côté, partiellement dissimulé par le support de montage. Il l'a ouvert. 4 boutons, un minuscule affichage numérique. 4 minutes et 15 secondes. Ses doigts tremblaient alors qu'il les positionnait sur le clavier. Pas de peur, de colère, de la certitude que Victor Castellano avait tout orchestré. La bombe d'il y a 5 ans, la bombe de ce soir. Tout ça. Ça s'arrête maintenant. 4, 7, 2, 9. Les chiffres rouges se sont figés. 3 minutes et 58 secondes. Puis l'affichage s'est éteint. Silence. Marcus a expiré un souffle qu'il ne réalisait pas avoir retenu. Son corps s'est affaissé contre le sol, l'épuisement s'abattant sur lui comme une vague. C'était fini. Il est resté là, dans l'obscurité sous la table, fixant l'appareil qui avait failli lui coûter la vie, et il a pensé à une petite fille avec un ours en peluche qui lui avait donné une seconde chance. 22h15, Westfield Grand Mall. Des lumières rouges et bleues peignaient la nuit en vagues de couleurs alternées. Des voitures de police remplissaient le parking. Leurs sirènes étaient maintenant silencieuses, mais leurs gyrophares tournaient encore. Une ambulance était garée près de l'entrée principale, ses portes arrière ouvertes, des ambulanciers entrant et sortant avec détermination. Du ruban de scène de crime jaune s'étendait sur les portes vitrées du centre commercial, flottant doucement dans la brise fraîche du soir. L'équipe de déminage était arrivée quelques minutes après l'appel de Nikolai. Ils étaient à l'intérieur maintenant, examinant l'appareil que Marcus avait désarmé, confirmant que la menace avait été neutralisée. Dehors, des agents en uniforme prenaient les dépositions des gardes de sécurité du centre commercial, tandis que des inspecteurs se concertaient, un petit groupe, le visage grave. Tony et Marco ont été embarqués dans des véhicules de police séparés, les mains menottées dans le dos. Le visage de Tony était un amas de contusions et de sang séché. L'épaule de Marco était enveloppée de bandages appliqués à la hâte. Aucun des 2 hommes n'a levé les yeux lorsque la porte s'est refermée derrière eux.
Marcus se tenait près de l'entrée principale, son épaule gauche enveloppée de gaze blanche là où un ambulancier avait nettoyé et pansé les raflures de la balle. La blessure pulsait à chaque battement de cœur, mais il le remarquait à peine. Il cherchait quelqu'un. Ses yeux ont balayé le chaos des véhicules d'urgence et des policiers, dépassant les groupes de curieux qui s'étaient rassemblés malgré l'heure tardive. Où étaient-elles? Étaient-elles sorties en toute sécurité? Puis il les a vues. Mary était assise sur les marches en béton, près d'une entrée latérale, à l'écart de l'agitation. Lily était blottie sur ses genoux, petite et épuisée, sa tête reposant contre la poitrine de sa mère. Monsieur Bouton était serré fermement dans ses bras, sa fourrure usée mêlée de sueur et de larmes. Marcus s'est dirigé vers elle. Mary a levé les yeux à son approche. Son visage était pâle, strié de larmes séchées. Ses cheveux s'étaient complètement détachés de sa queue de cheval, tombant en vagues emmêlées sur ses épaules. Elle ressemblait à une femme qui avait traversé l'enfer et en était sortie en portant son trésor le plus précieux. Merci. Sa voix tremblait d'une émotion qu'elle pouvait à peine contenir. Merci d'avoir sauvé ma fille. Marcus a secoué la tête lentement. Non, votre fille m'a sauvé. Il s'est agenouillé, amenant ses yeux au niveau du visage de Lily. Ça va? Lily a levé la tête et l'a regardé. Elle était épuisée, ses yeux bruns lourds de fatigue. Mais il y avait un calme dans son expression qui semblait impossible pour une fillette de 7 ans qui venait de survivre à un cauchemar. Ça va? Elle a étudié son épaule bandée avec inquiétude. Et vous, ça va? Votre épaule saigne. Marcus a senti quelque chose d'inhabituel tirer sur ses lèvres. Un sourire. Un vrai sourire. Le premier qu'il s'était permis en 5 ans. Je vais bien, grâce à toi. Un inspecteur s'est approché, carnet à la main, son expression professionnelle. Excusez-moi, je dois poser quelques questions à la fille sur ce dont elle a été témoin. Les bras de Mary se sont resserrés protecteurs autour de Lily. La peur a vacillé dans ses yeux. Marcus s'est levé et s'est tourné pour faire face à l'inspecteur, plaçant son corps entre l'homme et la mère et l'enfant. La fille a besoin de repos. Sa voix était calme, mais portait une pointe d'autorité indéniable. Toutes les questions peuvent attendre demain matin. L'inspecteur a ouvert la bouche pour protester, puis s'est arrêté. La reconnaissance s'est lue dans ses yeux. Il savait qui était Marcus Vulov. Tout le monde dans les forces de l'ordre de Los Angeles le savait. Bien sûr. L'inspecteur a hoché la tête avec raideur et a reculé. Demain alors, Marcus s'est retourné vers Mary et Lily. Venez, je vais m'assurer que vous rentrez chez vous en toute sécurité. Il les a conduites à la voiture de Nikolai, ouvrant la portière arrière et les aidant à monter. Lily s'est installée contre sa mère, ses yeux se fermant déjà d'épuisement. « Ramène-les à la maison », a dit Marcus à Nikolai par la fenêtre. « Et assure-toi que quelqu'un surveille le leur immeuble ce soir. » Nikolai a hoché la tête sans poser de questions. Alors que la voiture s'éloignait, Marcus a regardé les feux arrière disparaître dans l'obscurité. La longue nuit était enfin terminée, mais l'histoire était loin d'être finie. 23h30. Planque de Victor. Le verre en cristal semblait lourd dans la main de Victor Castellano. Il était assis seul dans son bureau privé, entouré de livres reliés en cuir et de peintures à l'huile qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient dans une vie. La pièce était conçue pour projeter le pouvoir et la sophistication. Ce soir, elle ressemblait à un tombeau. Le whisky brûlait en descendant, mais Victor le goûtait à peine. Son esprit était ailleurs, rejouant l'appel téléphonique qu'il avait reçu il y a 30 minutes. Plan échoué. Tony et Marco arrêtés. Vulca vivant. 3 ans de planification. Des millions de dollars. Le piège parfait. Tout ça anéanti par un enfant. Victor s'est versé un autre verre. Sa main tremblait légèrement, mais il a refusé de le reconnaître comme de la peur. Il était Victor Castellano. Il ne craignait personne. Demain, il activerait son plan de secours. Un jet privé pour le Mexique. De nouveaux documents l'attendant dans un coffre-fort. En 48 heures, Victor Castellano cesserait d'exister, remplacé par un riche homme d'affaires italien, prenant sa retraite pour une vie tranquille en Amérique du Sud. Il s'était préparé à cette éventualité. Il se préparait toujours. La porte a explosé vers l'intérieur. Le bois s'est fendu. Le métal a grincé. La lourde porte en chêne que Victor avait installée spécifiquement pour sa sécurité s'est écrasée contre le mur comme si elle était en carton. Nicolas est entré le premier, sa carrure massive remplissant l'embrasure de la porte.
Un fusil d'assaut de qualité militaire pointé sur la poitrine de Victor. Deux autres hommes ont suivi, se dispersant pour couvrir les coins de la pièce. Puis Marcus est entré. Il se déplaçait lentement, délibérément, chaque pas mesuré et précis. Ses yeux étaient plus froids que Victor ne les avait jamais vus. Plus froids que la glace. Plus froids que la mort. Boulov, Victor s'est levé de sa chaise, forçant sa voix à rester stable. Tu ne peux rien me faire ici. Mes avocats vont... Tes avocats dorment. La coupé Marcus. La police est occupée au centre commercial en ce moment. Il n'y a que toi et moi. Il s'est approché et Victor a involontairement reculé. Tony a parlé. La voix de Marcus était calme, presque conversationnelle. Il m'a tout dit. La bombe d'il y a 5 ans, c'est toi qui l'as commandée. Tu as tué ma fille. Le masque de sang-froid de Victor s'est fissuré. Et qu'est-ce que tu vas faire? Me tuer? Il a forcé un rire. Alors tu deviens, moi, un meurtrier. C'est ce que ta précieuse Anna aurait voulu. Le nom est resté suspendu dans l'air entre eux comme un poison. Marcus est resté parfaitement immobile. Derrière ses yeux, des souvenirs défilaient comme un vieux film. Le sourire d'Anna le matin de Noël, son rire résonnant dans leur maison. La dernière étreinte avant qu'il ne parte travailler ce jour-là, promettant de l'emmener au zoo. Il a pensé à la bombe, au feu, au minuscule cercueil qu'il avait porté jusqu'à la tombe. Puis il a pensé à Lily. Son courage, son innocence, la façon dont elle l'avait regardé sans jugement, voyant quelque chose d'humain sous le monstre. Personne n'est complètement mauvais. Parfois, les gens oublient juste comment être bon. Marcus a desserré ses poings. Non, sa voix était stable. Je ne te tuerai pas. La mort serait trop facile. Il s'est tourné vers Nikolai. Appelle le FBI. Dis-leur que j'ai des preuves du réseau de drogue de Castellano, des routes de trafic humain, des comptes de blanchiment d'argent, tout. Le visage de Victor est devenu blanc. Tu ne peux pas. Je peux. Marcus l'a regardé une dernière fois. Et je le ferai. Tu vas passer le reste de ta vie à pourrir dans une prison fédérale. Chaque jour, tu te réveilleras dans une cellule en béton en sachant que tu ne reverras jamais le ciel. C'est mon cadeau à ma fille. Il s'est dirigé vers la porte. « Volkov !» a crié Victor. « Volkov, tu ne peux pas me faire ça. Je te détruirai. Je vais... » La porte s'est refermée derrière Marcus, coupant les menaces de Victor. Il n'a pas regardé en arrière. Il y avait des choses plus importantes maintenant que la vengeance. Le lendemain matin, appartement de Mary et Lily. Le soleil s'est glissé à travers les fins rideaux, peignant des rayures dorées sur le lit étroit de Lily. Elle s'est réveillée lentement, son corps lourd d'un épuisement que le sommeil n'avait pas entièrement effacé. Pendant un instant, elle est restée immobile, fixant le plafond taché d'eau, se demandant si la nuit dernière avait été un rêve. Puis elle a senti la douleur dans son poignet. Elle a levé son bras et a vu l'ecchymose violette encerclant sa peau comme un bracelet sombre. La marque de l'endroit où Marco l'avait attrapé. La preuve que tout avait été réel. Monsieur Bouton était allongé à côté d'elle sur l'oreiller, son unique œil de bouton captant la lumière du matin. Lily l'a serré contre elle et a enfoui son visage dans sa fourrure usée, respirant l'odeur familière de la maison et de la sécurité. De la cuisine venait le bruit d'une casserole qui bouillonnait et l'odeur de la bouillie de riz qui cuisait. Le plat réconfortant de maman, celui qu'elle préparait toujours quand quelque chose de grave arrivait. Lily est sortie du lit et a trotté pieds nus jusqu'à la petite cuisine. Mary se tenait devant la cuisinière, remuant la bouillie avec des mouvements lents et mécaniques. Elle avait l'air plus âgée ce matin, pensa Lily. Des rides de fatigue plissaient les coins de ses yeux. Des mèches grises que Lily n'avait jamais remarquées auparavant parsemaient ses cheveux noirs. « Tu es réveillée. » Mary s'est retournée et a tenté un sourire. « Viens manger ton petit déjeuner. » Lily s'est installée à sa chaise habituelle à la petite table en bois. « Maman, dois-je aller à l'école aujourd'hui? » « Non. » Mary a posé un bol de bouillie fumante devant sa fille. « Aujourd'hui, nous nous reposons, toutes les deux. » Elle a lissé les cheveux emmêlés de Lily avec des doigts doux. « Quelqu'un veut te voir plus tard. » Avant que Lily ne puisse demander qui, on a frappé à la porte. Mary s'est dirigée vers l'entrée et a regardé par le Judas. Son corps s'est raidi un instant, puis s'est détendu. Elle a ouvert la porte. Marcus se tenait dans le couloir étroit, ne ressemblant en rien à l'homme que Lily avait rencontré la nuit dernière. Fini le costume noir coûteux. Fini l'alerte prédatrice dans sa posture.
Il portait une simple chemise grise, non rentrée, et un jean foncé. Son bras gauche reposait dans une écharpe pour protéger son épaule bandée. Il avait l'air presque ordinaire, presque humain. Puis-je entrer? Sa voix était plus douce que dans le souvenir de Lily. Mary a hésité, jetant un coup d'œil à sa fille. Puis elle a hoché la tête et s'est écartée. Marcus est entré dans l'appartement exigu, ses yeux observant le papier peint qui s'écaillait, les meubles de seconde main, la seule photo du père de Lily accrochée au mur. Il n'a montré aucun jugement, aucune pitié, juste une observation tranquille. Il s'est assis en face de Lily, se baissant prudemment pour ne pas secouer de son épaule blessée. « As-tu bien dormi? » Lily a considéré la question sérieusement. « J'ai rêvé des méchants, a-t-elle admis. Mais j'ai aussi rêvé de mon papa. Il a dit qu'il était fier de moi. » Quelque chose a vacillé dans les yeux de Marcus. Douleur, reconnaissance, souvenir. « Ton papa avait raison. Sa voix était épaisse. Tu as été très courageuse. » Le silence s'est installé sur la table. Mary a posé une tasse de thé devant Marcus, puis s'est assise à côté de sa fille, sa main reposant protecteur sur l'épaule de Lily. Marcus s'est tourné vers elle. « Je veux vous proposer quelque chose. Je sais que votre travail est difficile. De longues heures, un bas salaire, pas de temps avec votre fille. » Il a fait une pause. « Je peux t'aider. Un nouvel emploi, un meilleur salaire, des horaires réguliers pour que vous puissiez être à la maison quand Lily a besoin de vous. » L'expression de Mary s'est durcie de suspicion. « Pourquoi? Que voulez-vous de nous? » « Rien. » Marcus a soutenu son regard avec constance. « Votre fille m'a sauvé la vie. Elle a tout risqué pour avertir un étranger. Je lui dois une dette que je ne pourrai jamais entièrement rembourser. Ce n'est qu'un début. » Mary l'a fixé pendant un long moment, cherchant dans son visage la tromperie, les motifs cachés. Elle n'en a trouvé aucun. Lily a regardé l'échange en silence, mangeant sa bouillie chaude à la cuillère. C'était l'homme dont maman l'avait toujours mise en garde. L'homme dangereux, le méchant homme. Mais peut-être, pensa Lily, que les gens étaient plus compliqués que les histoires qu'on racontait sur eux. Peut-être que tout le monde pouvait changer. Un mois plus tard, la petite épicerie au coin de la rue Mary avait une nouvelle enseigne au-dessus de sa porte. Peinture fraîche, vitres propres, une affiche « Recherche employé » qui n'avait plus besoin d'être là car la propriétaire avait déjà trouvé son employé parfaite. Mary Chen se tenait derrière le comptoir, arrangeant des pommes en une pyramide soignée. Le travail était simple, honnête, et payait 3 fois ce qu'elle avait gagné en frottant les sols du centre commercial. Mais le meilleur, ce n'était pas l'argent. Le meilleur, c'était d'être à la maison quand Lily rentrait de l'école. Marcus avait tenu sa promesse. Il avait trouvé ce travail à Mary, investi dans le magasin en difficulté pour le maintenir à flot, et n'avait jamais rien demandé en retour. Il venait tous les dimanches d'après-midi, apportant toujours de petits cadeaux, des frites pour Mary, des livres pour Lily. Une fois, un nouveau manteau d'hiver quand il a remarqué que l'ancien de Lily avait des trous aux manches. Au début, Mary l'observait avec la méfiance d'une femme qui avait appris que rien dans la vie n'était gratuit. Elle attendait le piège, l'agenda caché, le moment où la dette serait réclamée. Mais les semaines ont passé et ce moment n'est jamais venu. Lentement, elle a commencé à comprendre. Marcus ne cherchait pas de remboursement. Il cherchait un lien, un but, quelque chose pour combler le vide que 5 ans de deuil avaient creusé dans son âme. Il était seul et peut-être, à sa manière brisée, l'était-elle aussi. Un dimanche frais de novembre, Marcus a emmené Lily au parc près de leur appartement. Les arbres étaient devenus dorés et rouges, leurs feuilles éparpillées sur l'herbe comme des confettis de la nature. Des enfants riaient sur l'aire de jeu pendant que les parents regardaient depuis les bancs voisins. Lily a couru immédiatement vers les balançoires, ses jambes pompant pour s'envoler de plus en plus haut. Ses cheveux noirs flottaient derrière elle comme une bannière, et pendant un instant, Marcus a vu une autre fille sur une autre balançoire, dans une autre vie. Il s'est assis sur le banc et l'a regardée voler. Oncle Marcus a appelé Lily, traînant ses pieds pour ralentir la balançoire. « Avez-vous des enfants? » La question l'a transpercé comme une lame. Des mots simples, une curiosité innocente, la question la plus cruelle que l'on puisse poser. « J'en ai eu une, a-t-il dit doucement. Une fille, elle s'appelait Anna. » La balançoire de Lily s'est arrêtée. Où est-elle? Marcus a fixé l'horizon où le soleil commençait sa lente descente vers le soir. Elle est partie dans un endroit où je ne peux pas la suivre. Lily est restée silencieuse un moment,
traitant ses mots avec l'intensité sérieuse qui le surprenait toujours chez quelqu'un de si jeune. Comme mon papa. Oui, le mot est sorti rauque, écorché par 5 ans de larmes non versées. Comme ton papa. Lily est descendue de la balançoire et s'est dirigée vers lui, ses petites baskets crissant sur les feuilles mortes. Elle s'est arrêtée juste devant lui, ses yeux bruns le regardant avec une compréhension qui semblait impossible pour une fillette de 7 ans. Maman dit que papa est toujours avec moi, a-t-elle dit doucement. Dans mon cœur, c'est là que les gens vont quand ils partent. Peut-être qu'Anna est aussi dans votre cœur. Marcus ne pouvait pas parler. Sa gorge s'était complètement nouée. Sa vision s'est brouillée d'une humidité qu'il ne s'était pas permise de verser en une demi-décennie. Lily a tendu la main et a pris la sienne. Ses minuscules doigts se sont enroulés autour de ses jointures balafrées, chauds, vivants et réels. « Je serai ton amie, a-t-elle dit, pour que tu ne sois plus triste. » Quelque chose s'est fissuré à l'intérieur de la poitrine de Marcus. Pas son cœur qui se brisait. Son cœur s'était brisé il y a longtemps. C'était quelque chose de différent. C'était la glace qui s'était formée autour des morceaux brisés, qui commençait enfin à fondre. C'était la chaleur qui s'infiltrait dans des endroits qui avaient été gelés pendant des années. Il a serré sa main doucement, prudemment, comme s'il tenait quelque chose d'infiniment précieux. Ils sont restés assis ensemble alors que le soleil descendait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Aucun ne parlait, aucun n'en avait besoin. Deux âmes solitaires, blessées par la perte, trouvant la paix en la présence de l'autre. 1 an plus tard, l'écran de télévision montrait Victor Castellanos sortant du palais de justice fédérale menotté. Son costume blanc était froissé, ses cheveux argentés en désordre, son visage tordu de rage. Il hurlait aux caméras, promettant vengeance, jurant qu'il détruirait tous ceux qui l'avaient trahi. Personne ne l'écoutait. Le présentateur des informations a annoncé le verdict d'une voix calme et professionnelle. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les chefs d'accusation comprenaient le trafic de drogue, la conspiration de meurtre et le trafic d'êtres humains. Les preuves avaient été accablantes, livrées anonymement au FBI dans un colis sans empreinte digitale ni adresse de retour. Marcus a regardé depuis son bureau, son expression indéchiffrable. Lorsque le segment s'est terminé, il a pris la télécommande et a éteint la télévision. Le silence a rempli la pièce. Il s'est dirigé vers la fenêtre et a regardé l'horizon de Los Angeles. Quelque part dans cette ville, Victor était transporté vers une prison de haute sécurité où il passerait le reste de ses jours. Ce n'était pas la vengeance violente que Marcus avait autrefois imaginée. Il n'y avait pas de sang, pas de cris, pas de satisfaction de voir la vie quitter les yeux de son ennemi. Mais il y avait la paix. Le chapitre était clos. Anna pouvait enfin reposer en paix et Marcus pouvait enfin recommencer à vivre. Lily Chen avait maintenant 8 ans. Elle avait grandi de 5 centimètres au cours de l'année écoulée. Ses cheveux noirs lui arrivaient au-dessus des épaules. Ses bulletins scolaires entraînaient couverts d'étoiles dorées et de visages souriants. Elle avait des amis à l'école, des filles qui l'invitaient à des fêtes d'anniversaire et des soirées pyjama qui gloussaient avec elle pendant la récréation et partageaient des secrets pendant le déjeuner. Les cauchemars s'étaient arrêtés des mois auparavant. Parfois, elle se souvenait encore de cette nuit au centre commercial. La peur, l'obscurité, le métal froid d'une arme contre son front. Mais les souvenirs ne la hantaient plus. Ils étaient devenus une partie de son histoire. Un chapitre qu'elle avait survécu et dépassé. Monsieur Bouton était toujours assis sur son étagère, surveillant sa chambre de son unique œil de bouton. Il était trop vieux et fragile pour être transporté partout maintenant. Mais Lily ne le rangerait jamais. Il était son lien avec papa. Son rappel que l'amour ne meurt jamais vraiment. Marcus avait changé, lui aussi. Il avait pris du recul par rapport à l'empire qu'il avait bâti, confiant les opérations quotidiennes à Nikolai et à d'autres lieutenants de confiance. La violence, les accords, les guerres sans fin pour le territoire et le pouvoir, rien de tout cela n'avait plus de sens. À la place, il avait créé quelque chose de nouveau. Une fondation portant le nom d'Anna, dédiée à aider les enfants orphelins de Los Angeles. Chaque année, des centaines d'enfants recevaient des bourses, des soins médicaux et un soutien qu'ils n'auraient jamais eu autrement. Nikolai avait observé ces changements avec un mélange de confusion et d'inquiétude. Un soir, il avait finalement exprimé ce qu'il pensait.
Tu es devenu sentimental, patron. Marcus avait ri, un son authentique qui les avait surpris tous les deux. Non, a-t-il répondu. J'ai juste appris que la vraie force ne vient pas de la douleur que l'on cause. Elle vient de celle que l'on guérit. L'après-midi du 8e anniversaire de Lily, Marcus est arrivé à l'appartement des Chen avec une boîte emballée. Le petit salon était décoré de ballons colorés et d'une bannière peinte à la main qui disait « Joyeux anniversaire, Lily » en lettres tordues. Mary avait préparé un gâteau, de travers, mais recouvert de glaçage rose et de 8 bougies. Quelques amies d'école de Lily étaient assises autour de la table, portant des chapeaux de fête et rigolant. Marcus se sentait déplacé au milieu des serpentins et des rires d'enfants. Mais quand Lily l'a vu, son visage s'est illuminé de pure joie. « Oncle Marcus, tu es venu. » Elle a couru vers lui et l'a serré fort à la taille. Il lui a tapoté la tête maladroitement. Toujours pas entièrement à l'aise avec l'affection physique, mais ne la fuyant plus non plus. Après le départ des autres enfants, après que le gâteau ait été mangé et les cadeaux ouverts, Marcus a donné son cadeau à Lily. Elle a déchiré le papier d'emballage et a eu le souffle coupé. À l'intérieur se trouvait un ours en peluche, tout neuf, doux et parfait, avec 2 yeux de boutons brillants et une fourrure brun doré. Il ressemblait presque exactement à ce que M. Bouton devait être il y a des années, avant que le temps et l'amour ne l'usent. « Pour remplacer l'ancien, » a dit Marcus. Lily a regardé le nouvel ours puis M. Bouton sur son étagère. Elle a secoué la tête lentement. « Je n'ai pas besoin d'un remplaçant. » Elle a serré le nouvel ours contre sa poitrine, puis a levé les yeux vers Marcus avec ses yeux bruns sages qui voyaient toujours plus qu'ils ne le devraient. « J'avais juste besoin d'un nouvel ami. » Elle a posé le nouvel ours sur l'étagère à côté de M. Bouton, les deux montant la garde ensemble. Puis elle s'est retournée vers Marcus. « Oncle Marcus, savez-vous ce dont je me souviens le plus de cette nuit? » « Quoi? » À quel point j'avais peur. Sa voix était douce, pensive. J'avais si peur que je ne pouvais plus respirer. Mais je suis contente d'avoir dit quelque chose quand même. Marcus s'est assis à côté d'elle sur le petit canapé. « Pourquoi? » Lily a souri, un sourire qui lui rappelait tellement Anna que son cœur s'est serré. « Parce que si je n'avais rien dit, je ne vous aurais jamais rencontré. Et vous ne m'auriez pas comme ami. » Marcus a regardé cet enfant extraordinaire, qui était entré dans son heure la plus sombre et y avait apporté la lumière. Cette petite fille qui lui avait appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le choix d'agir malgré elle. Cette petite âme courageuse qui lui avait sauvé la vie de plus de manières qu'elle ne le saurait jamais. Il lui a souri en retour, un vrai sourire, du genre qui atteint les yeux et réchauffe le cœur. « Merci, Lily, » a-t-il dit doucement. « Pour tout. Parfois, les plus petites voix sont celles qui portent le plus loin. Et parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire n'est pas de se battre, mais de faire assez confiance à un étranger pour dire la vérité. » Lily n'a pas sauvé une seule vie cette nuit-là dans le centre commercial. Elle en a sauvé 2. Un homme brisé, noyé dans le deuil et la vengeance, a trouvé une raison d'espérer à nouveau. Un enfant solitaire, portant le souvenir de son père, a trouvé quelqu'un qui comprenait sa perte. 2 cœurs blessés, séparés par l'âge, les circonstances et le vaste fossé entre leurs mondes, ont découvert que la guérison vient souvent des endroits les plus inattendus. L'obscurité les avait réunis, mais c'est la lumière qu'ils ont trouvée l'un en l'autre qui les a libérés. Chers amis, merci beaucoup d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce voyage émouvant. Cette histoire nous enseigne de nombreuses leçons précieuses sur la vie. Elle nous rappelle que le courage ne consiste pas à être sans peur. Le vrai courage, c'est d'être terrifié, mais de choisir de faire ce qui est juste quand même, tout comme la petite Lily le fait. Elle nous montre que personne n'est au-delà de la rédemption, que même ceux qui ont emprunté des chemins sombres peuvent retrouver le chemin de la lumière si quelqu'un croit en eux. Plus important encore, cette histoire nous rappelle que la gentillesse et la bravoure existent dans toutes les tailles. Parfois, la plus petite personne dans la pièce a le plus grand cœur. Parfois, un enfant de 7 ans peut enseigner à un homme puissant ce que signifie vraiment être fort. Dans nos propres vies, nous sommes confrontés à des moments où nous devons choisir entre rester silencieux et parler, entre détourner le regard et agir. Puissions-nous tous trouver le courage que Lily a trouvé, le courage de faire ce qui est juste, même lorsque nous avons peur. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos publications quotidiennes.
Mettez un pouce bleu à cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille. Votre soutien compte énormément pour nous et nous aide à continuer de vous apporter ces histoires pleines de sens. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà été confronté à un moment où vous deviez choisir entre rester silencieux et parler? Veuillez partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire et chérissons vraiment le lien que nous avons avec chacun d'entre vous. Merci de faire partie de notre communauté. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie quotidienne. Que vos journées soient remplies de joie, vos cœurs de courage et vos vies de ces liens significatifs qui rendent tout valable. Au revoir pour le moment et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.